Bienvenue à la capsule hebdomadaire Tant qu'à faire présentée par Mojito et Mindset. Parce que votre temps c'est de l'argent, tant qu'à faire des affaires, aussi bien les faire. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis avec Anne-Marie de chez Raymond Chabot pour faire une capsule Tant qu'à faire sur la forme juridique d'entreprise. Donc avec Anne-Marie aujourd'hui, on va parler des différentes formes juridiques d'entreprise, qu'est-ce qui motive le choix de ces différentes formes-là et c'est quoi l'impact financier au niveau de la comptabilité pour les entreprises selon le choix qu'elles ont pris. Donc Anne-Marie, je vais te laisser te présenter. Bonjour, merci Marley. Mon nom c'est Anne-Marie Granger. Je suis comptable chez Raymond Chabot Grant Thornton et je travaille en grande majeure partie avec les petites entreprises de la région de la Grande Outaouais et avec les entreprises de forme juridique, soit travailleurs autonomes ou dans un format incorporé. Donc, si on commence par notre premier sujet, on pourrait survoler un peu les principaux différentes formes juridiques d'entreprise, celles qu'on voit le plus souvent, puis expliquer un peu c'est quoi ces formes-là. Mais celle qui est probablement la plus commune, c'est celle qu'on appelle le travailleur autonome. Donc, le travailleur autonome, c'est une personne qui est en affaires. Habituellement, on parle d'une petite entreprise qui va travailler qu'est-ce qu'on appelle communément sur sa T1. C'est-à-dire que la personne n'a pas sa seule responsabilité, c'est de rapporter ses revenus et ses dépenses sur une base annuelle via son rapport d'impôt personnel. Donc, okay. Généralement, ces gens-là peuvent avoir du payroll pour des employés, mais pas eux-mêmes. Généralement, ces gens-là sont inscrits pour la TPS, TVH, TVQ si leurs revenus vont au-delà du seuil de 30 000. Donc, pour toute fin de pratique, ils peuvent opérer l'entreprise de la même façon qu'une forme incorporée, mais sur une base plus simpliste. OK, parfait, super. Puis, il y a aussi une autre forme qu'on voit souvent, là, il y a l'incorporation, il y a aussi la société de personnes. Est-ce qu'on peut discuter un petit peu de ces deux autres formes-là, juste pour expliquer ça? C'est quoi? Bien sûr, la corporation, c'est une entité légale complètement indépendante de l'individu qui la gère. C'est-à-dire qu'au moment où est-ce qu'elle est créée, habituellement via un notaire ou un avocat, la corporation, elle a sa raison d'être et un actionnariat. Donc, il y a des actionnaires, un ou plusieurs. Et puis, est assigné un numéro d'assurance sociale, donc un numéro d'entreprise et a des responsabilités comme un individu de rapporter ses revenus, ses dépenses et de faire un rapport d'impôt annuel qui est sur une T2 au lieu d'une T1 comme on le fait pour les gens sur une base individuelle. Donc, la forme juridique est choisie quand on est incorporé, on choisit cette forme-là généralement parce que quelqu'un veut, par exemple, protéger ses actifs. Il y a des gens qui vont vouloir favoriser, s'ils veulent optimiser l'impôt qu'ils payent sur une base annuelle via l'usage d'une corporation qui est souvent assujettie à des taux un peu moindres que l'individu. Et puis, des fois, c'est par responsabilité professionnelle, c'est-à-dire que le cadre professionnel l'oblige que ce soit que l'opération ou les opérations soient à l'intérieur d'une structure corporative. Super. Puis, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne qui est enregistrée va passer à la forme incorporée? Qu'est-ce qui pourrait motiver cette décision-là? C'est quoi les éléments? Par exemple, s'ils ont les revenus ou les profits de l'entreprise, on va prendre des chiffres fictifs, là, mais mettons qu'une personne génère des profits au départ dans une petite entreprise de 75 000 par exemple. Puis mettons que cette personne-là ou cet individu-là a besoin de chaque dollar qui est gagné aux fins personnelles pour voir à ses besoins personnels, c'est-à-dire payer son hypothèque, voir à ses dépenses. OK? Si à un moment donné, là, 75 grandit à 90, grandit à 100, 150, 160, et à un moment donné, on dit, ben, tu sais, dans le fond, je n'ai pas besoin de tout cet argent-là personnellement au moment où est-ce que je la gagne. À ce moment-là, moi, je voudrais capper mon revenu à, mettons, 90, puis l'excédentaire, je voudrais le taxer à un taux moindre, puis le garder dans une coquille corporative qui me permettrait de réinvestir, de faire d'autres choses. Puis, au moment où est-ce que je suis prêt, ben, je vais pouvoir me verser des dividendes ou des payes ou peu importe, mais au moment où est-ce que je suis prêt.
Donc, la formule corporative nous permet de différer l'impôt, si je peux dire de cette façon-là, ou de gérer notre fiscalité et notre taux d'imposition. Tandis qu'au personnel, peu importe si je gagne 160, 200, 250, je paye l'impôt au moment où est-ce que je le gagne. Et c'est une bonne marge qu'on a d'impôt à payer au niveau personnel. Fait que quand c'est dans le fond, ce qui est à retenir ici, c'est que du moment où tu gagnes plus que ce que tu as besoin pour subvenir à tes besoins, bien là, c'est avantageux de penser à s'incorporer parce que tu ne vas pas nécessairement vouloir retirer l'argent ou tout le profit que ton entreprise fait. Donc, tu ne seras pas imposé sur ces profits-là comme tu l'es au personnel. C'est sûr que l'entreprise, elle va continuer d'être imposée sur les profits qu'elle fait, mais elle va payer beaucoup moins d'impôts que justement la personne toute seule. Au moment qu'ils sont gagnés, effectivement, puis l'individu va quand même payer l'impôt. Parce que qu'est-ce qu'on parle d'ici, là? Si on parle de mécanisme de différation et non nécessairement un mécanisme d'économie importante d'impôt. C'est-à-dire que la première tranche est payée par le corporatif. Donc, quand on prend nos revenus, nos profits dans la corporation, bien, moins les salaires qu'on paye à l'actionnaire et on va venir avec un profit. Puis ce profit-là va être taxé à un taux moins dépendamment de la province, puis etc. Mais bon, quand on arrive à ce taux-là, c'est moindre que le taux que j'aurais probablement payé à l'individu si j'avais taxé l'individu et sur son salaire et sur les profits à même la T1. Exactement. Mais on s'entend par contre qu'on diffère la distribution de ce profit-là et on va payer l'impôt sur le dividende ou sur le salaire plus tard. Mais on a l'occasion de différer. C'est ça exactement, au moment où tu vas te le verser. Donc, ça ne permet pas de ne pas payer l'impôt que tu vas retirer. C'est plus tard. Effectivement. Effectivement. Parce que, je pense que c'est des choses qui sont des fois que les gens ont peut-être un peu de difficulté à comprendre. Donc, juste pour revenir sur ce que tu disais, là, la différence majeure entre la personne qui est enregistrée et la personne qui est incorporée, la personne qui est enregistrée va pouvoir opérer son entreprise exactement comme une personne qui est incorporée pourrait l'opérer. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des employés, tout ça. Elle va avoir des dépenses qui peuvent être similaires à la personne qui est incorporée. Peut-être au niveau légal, ça va être différent, mais pour le reste, au niveau des opérations, c'est sensiblement la même chose. En fait, la personne qui est enregistrée va vouloir s'incorporer du moment où elle fait plus de revenus qu'est-ce qu'elle a besoin pour vivre, parce qu'à ce moment-là, au niveau de l'imposition, c'est plus avantageux pour elle. Elle va payer un gros montant d'impôt et elle peut vouloir aussi garder cet argent-là pour le réinvestir dans l'entreprise de façon à continuer la croissance. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. L'autre chose que je voudrais juste rajouter, Molly, si tu me permets, c'est la question le choix de s'incorporer aussi. On a parlé tout à l'heure, au début, on a parlé de, tu sais, si les gens ils veulent faire la protection d'actifs. Donc, des fois, c'est pas seulement le taux d'imposition qui nous motive. Des fois, il y a certaines personnes qui veulent créer cette distance entre l'individu et l'entreprise. Absolument, absolument, parce que l'entreprise devient une personne morale indépendante. Donc, elle va posséder ses propres biens indépendamment de l'individu qui, lui, possède l'entreprise. Donc, que là, ça peut devenir super avantageux aussi pour une personne qui souhaite faire l'acquisition d'actifs ou tout ça. Puis on le voit dans le domaine de l'immobilier aussi. Là, aussitôt qu'on fait l'acquisition d'un immeuble ou quoi que ce soit, souvent, on va ouvrir une compagnie qui fait l'acquisition. Ce n'est pas nous, personnellement, qui va le faire. Donc, c'est un super de bon exemple. Merci pour cette précision-là. Et au niveau... là, on a parlé beaucoup de l'impôt et tout ça, mais au niveau financier, c'est sûr que, bon, ça ne coûte pas la même chose pour une entreprise d'être enregistrée que ce que ça coûte pour être incorporée. Au niveau légal, surtout, est-ce que tu peux nous summariser un peu les impacts financiers à ces niveaux-là? Puis c'est quoi la différence là, pour que les gens puissent bien comprendre que d'être incorporé, ça vient avec un certain coût? Absolument. Puis c'est un bon point à rappeler parce que souvent, les gens sont très séduits par l'idée qu'ils vont payer moins d'impôts s'ils sont incorporés, mais les autres coûts qui viennent avec le coût de l'incorporation.
Généralement, puis c'est vrai que les rumeurs sont vraies, les gens peuvent aller sur le site d'Industrie Canada, peser sur le piton, payer leurs 100$, puis peuvent s'incorporer rapido, presto, c'est fini. OK? Ah oui. Mais puis ça, c'est pas à recommander. Mais il y a des gens qui le font, puis ils pensent que c'est correct de le faire de cette façon-là. Souvent, ça nous amène d'autres problèmes dans le futur parce que quand on veut, justement, l'entreprise grossit, on veut prendre un peu plus de place sur le marché, réorganiser. On n'a pas de capital action, on n'a pas un livre de minutes. Je pense qu'il y a un point important à venir rappeler aux gens ici, c'est que oui, tu vas pouvoir aller sur le site de Corporation Canada, créer ton Canada Inc., ton Canada Limited, peu importe, ta compagnie à numéro, puis ça peut prendre 2 minutes, comme ça peut prendre un petit peu plus de temps, dans le sens où, du moment où tu n'es pas tout seul, puis souvent, quand on s'incorpore, on n'est pas nécessairement tout seul non plus, où on va s'incorporer, puis il va arriver des gens plus tard dans le futur. Si tu le fais toi-même, tu n'auras pas les annexes qu'un notaire ou un avocat va mettre. Le notaire est super important dans cette Absolument. fait que souvent, on est pressé un petit peu, puis on a le goût de peser sur le piton, payer le 200$, fini, c'est tout. Puis aussi, ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que la Corporation Canada va exiger qu'après ça, toi, si tu fais tes activités au Québec, évidemment, là, il faut que tu ailles au registraire. Puis là, il y a des frais au registraire aussi. Dans les deux cas, il faut impliquer le notaire parce qu'il faut reporter l'information au registraire aussi bien qu'il faut la reporter à Corporation Canada. Fait que déjà là, on parle d'un frais d'à peu près 326 au registraire pour l'incorporation, un frais de 200$ chez Corporation Canada. Les frais du notaire qui vont tourner autour de quelques centaines de dollars assurément. Oh oui, un notaire là, qui crée un livre de minutes, qui fait les annexes. Oui, là, on ne parle même pas de la documentation qui vient avec l'entente entre les actionnaires, les prête-noms, ah non, clairement. Tout ça. Fait que là, ajoutons quelques milliers de dollars là-dessus, certainement. Donc, Marley, avant que tu ailles plus loin, je voudrais juste faire la précision. C'était bien qu'est-ce que tu as dit dans le sens que au moment où est-ce que les gens s'incorporent puis ils pèsent là, sur le piton, puis là, tout d'un coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Canada Inc. ou Québec Inc. ou Ontario Inc. ou peu importe. Ça, c'est juste le nom. Ça me donne juste le nom. Ça ne crée pas l'infrastructure en dessous qui est vraiment nécessaire. Parce que on veut, à même le nom, ben, ça prend un capital action. Il faut déterminer par les souscriptions. Il faut avoir les bylaws qui sont dans le livre créer un livre de minutes. Oui, exactement. Dans toutes les. Puis ça, c'est qu'est-ce qui forme nous autres, on forme des bébés quand on procrée, mais quand on crée des corporations, il faut créer on crée un livre de minutes, puis on commence à suivre l'histoire de cette corporation-là. Donc, ça, les gens souvent pèsent sur Python, j'ai un numéro d'entreprise, j'ai enregistré ma TPS, je suis bon, I'm good to go. Ah oui! Je pense que c'est un peu trop cowboy cette méthode-là, puis on arrive à regretter dans le futur. Donc, c'est vraiment bien qu'on parle de... Quand on est seul, c'est un peu moins complexe, mais quand on a d'autres gens avec nous, on ne peut définitivement pas négliger l'usage d'un notaire ou un avocat pour établir des ententes avec les clients. Puis je pense aussi que les gens, ils ne sauront pas comment correctement le faire, justement, du côté de Corporation Canada, ni du côté du registraire. Souvent, moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est que ça a bloqué quand on arrivait pour faire le financement. Parce que les institutions prêteuses, ils vont vouloir certaines informations. Absolument. Puis, ils vont aller chercher ces informations-là. Ils vont aller chercher les documents, justement, des statuts de constitution, peu importe, là, au fédéral ou au provincial. Il va manquer des informations. C'est là que les gens se rendent compte souvent, tu sais, il faut que j'aille plus loin dans ma démarche. Puis là, les coûts n'étaient pas prévus nécessairement. Là. Non, c'est ça. Une incorporation d'une personne seule, là, on ne parle pas avec un autre actionnaire ou un autre actionnaire autre que son conjoint. Là. Une incorporation bien faite là, avec un notaire ou un avocat peut facilement être comme il faudrait se budgétiser là, entre 1500 et 2500 quand on considère l'enregistrement au registraire du Québec en particulier, et puis les autres inscriptions qu'il faut faire là, avec les différents gouvernements. Donc, quelqu'un qui veut bien faire les choses là, entre 1500 à 2500 $, c'est à peu près la moyenne. Parfait. Puis si, mettons, là, on parle de la comptabilité un petit peu. Oui. Souvent, ce qu'on voit, c'est, les gens, ils commencent à opérer leur entreprise. La première chose en tout cas, le premier réflexe, en tout cas, moi, je l'ai vu souvent là, dernièrement chez des clients que j'ai eus, c'est de dire, OK,
je suis capable de faire ma comptabilité tout seul. Là, qu'est-ce que ça implique? Parce que peut-être au niveau d'un enregistrement, le travail de la comptabilité est différent qu'au niveau de l'incorporation. Puis le moment où on va faire le déclic d'avoir besoin de chercher de l'aide, j'ai remarqué souvent que quand c'est les remises de taxes, souvent les remises de taxes, là, les gens sont comme « Oh, OK, il faut que je fasse une remise de taxes, comment je fais ça? » Ils ont consulté peut-être quelqu'un avant pour savoir combien d'argent il fallait qu'ils mettent de côté, mais ils n'ont pas pris le temps de considérer qu'il y avait une façon de comptabiliser les revenus, les dépenses, qu'il fallait tenir des livres, puis qu'il y a une certaine façon de faire pour faire ça. Et là, quand ça nous arrive à nous, il y a un travail quand même de... Parce que souvent, c'est d'envergure. annuel. C'est des remises annuelles, donc des fois, c'est des travails de... Tu sais, c'est des gros, gros, gros travaux. Ouais. J'ai vu, là, dernièrement, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu mélanger dépenses personnelles, mélanger dépenses entreprises. J'ai vu comptabilité en transfert entre entreprises, dépenses d'une entreprise dans une autre. Je pense que j'ai tout vu ça. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot d'ordre ou expliquer aux gens qui vont être les règles de base à suivre, puis à quoi s'attendre dans ce travail-là, puis comment on peut, tu sais, est-ce que quand tu as une entreprise individuelle, il faut que tu aies une comptabilité, tu sais, comment ça marche? Est-ce que tu dois faire produire des états financiers à la fin de l'année par un professionnel? Dans quel cas, tu sais? Parce que je pense que souvent, c'est ce qui arrive aussi, les remises de taxes puis aussi les fins d'année. Je pense que c'est deux éléments déclencheurs qui font en sorte que là, les gens viennent vers nous. Puis là, je pense que le travail est mal anticipé, là. Oui, effectivement, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Puis je pense que, tu sais, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est, tu sais, la meilleure recommandation que je peux faire aux gens qui désirent partir en affaires, c'est d'investir une heure ou une consultation avec un professionnel en comptabilité ou un comptable pour avoir au moins les pistes pour bien partir. Donc, tu sais, quelqu'un comme nous, par exemple, on s'assoit avec eux, puis là, ils disent, OK, j'ai l'intention de m'incorporer, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Puis là, ben, on va leur donner des règles de base, ou au moins des grandes lignes pour bien les partir. Est-ce que tu dois t'inscrire pour est-ce que tes ventes ou ton produit ou tes services sont assujettis à la taxe à la consommation? TPS, TVH, TVQ, dans le cas où est-ce qu'on parle d'Ontario et Québec. Est-ce que, première chose, as-tu ouvert un compte de banque? L'entité, que ce soit une entité que tu as un travailleur autonome ou un travailleur qui travaille à l'intérieur d'une corporation, chacune de ces entreprises-là devrait avoir son propre compte de banque. Oui, puis pendant que tu dis ça, je ne veux pas t'interrompre là-dessus, puis je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais quand on est une personne qui est enregistrée, c'est-à-dire travailleur autonome la plupart du temps, on n'est pas obligatoirement obligé, on n'est pas obligé d'ouvrir un compte corporatif, ce qui est beaucoup moins coûteux et complexe qu'ouvrir un compte personnel. Oui. Là, il y a des gens qui disent ah, ben là, c'est le fun, écoute, j'ai un compte personnel, je vais utiliser ce compte-là, ou tu sais, je vais prendre ma carte de crédit. Hell no! Faut tellement pas... non, c'est ça. Puis comme, moi, je l'ai vu, ça, tu sais, 1 an de comptabilité sur un compte perso avec une carte de crédit perso, où il y a tes paiements d'hypothèque, ton épicerie, mais aussi tes paiements fournisseurs, là, tu sais. Et autres dépenses que tu ne veux pas voir. Ah non, non, non. Parce que là, démêler tout ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, je pense que, tu sais, même si, oui, OK, c'est pas, tu n'es pas obligé d'ouvrir un compte corpo, là, mais ouvre un autre compte. Ou un autre compte dont l'usage, là, on parle de personnes enregistrées, on ne parle pas de corporation. Non, non, parce qu'à corporation, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, ça prend un compte corporatif avec le nom de la corporation dessus. Mais tu as absolument raison, Marley, d'ouvrir un compte d'affaires peut être dispendieux parce qu'ils t'attendent, hein, évidemment. Mais tu pourrais ouvrir un compte de banque personnel et de faire l'usage exclusif des affaires dans un compte de banque. Les recommandations que je fais souvent dans des gens qui travaillent à non enregistré ou à travailleurs autonomes, c'est de dire tous tes revenus vont dans ce compte-là, les dépenses d'affaires sortent de ce compte-là. À tous les semaines, à tous les mois, 2 semaines, comme tu voudras, transfère-toi un montant pour payer tes dépenses personnelles.
ça soit le même montant, soit régimenté et discipliné. À tous les 2 vendredis, je me transfère 1 000 $, je me transfère 1 500 $, je me transfère 2 000 $, peu importe le cash flow. Et puis, c'est toujours la même chose. Parce que dans les contextes d'audit de la part du MRQ ou de l'ARC, eux autres, là, quand ils regardent, là, puis ils disent, OK, là, on s'en va à la pêche un peu, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les choses. Bien, si je suis capable de leur dire, voici mes états bancaires de l'année à titre de travailleur autonome, là, puis tous mes dépôts vont tous là. Tous les dépôts que je vois dans le compte de banque personnel, je peux toutes les identifier parce que je peux toutes les retracer à un compte de banque qui me dit que ces revenus-là viennent de là. Quand je mets tout ça dans le même compte de banque, bien là, ils vont assumer que c'est tout du revenu d'entreprise jusqu'à la preuve du contraire. Donc, même si c'est par exemple, des crédits d'impôt pour les bénéfices des enfants, que ce soit toutes sortes de TPS, TVH, TVQ, eux autres, là, ils ne se regarderont même pas pour essayer de décortiquer ça. Prouve-moi qu'est-ce que c'est, puis après ça, on verra. Oui, puis là, ben là, c'est là que justement les gens viennent cogner à la porte en disant j'ai besoin, j'ai des problèmes. Non, c'est ça. Puis c'est difficile de partir comme ça. Tu sais, c'est mieux de bien commencer sur une bonne base. Moi, je pense que je recommanderais tout le temps de rencontrer une personne qui crée ton système, qui crée ton plan comptable, qui t'explique un peu c'est quoi les états financiers, comment interpréter l'information, puis de pas parce que c'est pas juste rentrer des factures de vente puis rentrer des dépenses. Si ça serait ça, le champ d'études n'existerait pas, je pense pas. Voilà. Je pense qu'il y a des raisons pourquoi il faut aller chercher l'aide professionnelle. Puis si on revient là-dessus, à quel moment les états financiers d'un comptable sont nécessaires pour une entreprise? C'est une bonne question, ça, parce que souvent, dans un contexte de travailleurs autonomes, je te dirais que c'est de plus en plus rare qu'on produit des états financiers pour accompagner la déclaration d'impôt personnel. Ça va dépendre souvent de l'ampleur de l'entreprise qui va déterminer s'il y a des états financiers sont demandés, puis surtout s'il y a du financement à aller chercher ou qui est déjà en place. Souvent, ça va dicter si les états financiers pro forma sont nécessaires. Sinon, généralement, on va se fier sur l'état des résultats et le bilan qui a été généré à travers un système comptable. On va se servir de ça pour produire la déclaration d'impôt sur la 21-25 qui est le formulaire pour les petites entreprises. Donc, on va se servir de ça. Dans un contexte corporatif, là, on met le chapeau corporatif, les états financiers ne sont pas obligatoires, OK, mais fortement recommandés. Il n'y a rien qui amène plus de crédibilité à la table à un banquier quand il voit un bel état financier sur du papier un petit peu épais, avec le beau cycle de Raymond Chabot ou d'autres compagnies comptables qui est là-dessus. Ça donne une crédibilité à l'état des résultats, au bilan, aux résultats financiers. Puis ça donne l'impression, en tout cas, ça donne une belle perception et amène une crédibilité quasiment instantanée que ces gens-là ont vu bon d'aller chercher les services d'un professionnel, quelqu'un qui connaît ça, quelqu'un qui a pris le temps de s'asseoir avec eux, de passer à travers, de monter des états financiers qui se tiennent. C'est une crédibilité quasiment instantanée quand on produit des états financiers dans un contexte comme celui-là. Donc, dans le monde de la comptabilité, il y a évidemment l'avis au lecteur qui est l'état financier le plus simple. Il y a une émission d'examen, puis évidemment, il y a l'audit. Nous, autant qu'on à la firme, on en fait beaucoup d'audits, mais je vous dirais que 60% de la clientèle corporative qu'on dessert est dans l'aréna de la compilation puis la mission d'examen. Oui, non, c'est ça. Puis l'audit, dans le fond, c'est dans des circonstances quand même plus spécifiques, je pense. Oui. Les organismes actuellement à but non lucratif ou qui ne sont pas, c'est des OSBL, des obligations, des organisations. C'est des gens qui ont des choses comme ça. C'est ça, c'est des gens qui doivent reporter certaines informations. Exact. Ils ont comme une espèce d'engagement envers une tierce partie d'autres personnes au niveau plus public des fois. Effectivement. C'est vraiment ça. Mais je pense que c'est une belle habitude à prendre. Puis quand on fait la fin d'année d'une compagnie, je pense que c'est bien de terminer ça avec des beaux états financiers parce que pourquoi pas, tu sais, on est déjà dans le travail. Oui. Et en fait, je pense que c'est super important parce que des fois, les gens y oublient. On dirait que les gens se contentent de quelque chose de super général qui n'est pas nécessairement fait pour leur modèle d'affaires à eux. Absolument. La comptabilité, c'est pas juste pour reporter de l'info
passé pour illustrer, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est aussi pour te donner des informations nécessaires pour prendre des bonnes décisions de gestion dans le futur. Fait que si tu ne maîtrises pas, si tu ne comprends pas ce que tu vois quand tu regardes tes états financiers, puis si ça ne t'intéresse pas de recevoir tes bilans, tes états des résultats à chaque fin de mois, c'est étrange, je trouve, quand tu es un dirigeant d'entreprise, de ne montrer pas beaucoup d'intérêt pour ça. Au même titre que tu aimes ça rencontrer le gars des ventes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, je pense que tu aimerais ça aussi avoir de l'info sur tes marges, le coût d'acquisition client, le dollar marginal et tout ça. Si dans des circonstances, surtout comme ils nous sont présentées aujourd'hui, ça a beaucoup d'impact positif, négatif pour certains. C'est bien, je pense, de comprendre comment toi, ton entreprise, elle va évoluer là-dedans, puis aussi contrôler un peu le risque. Là. Et je Oui. pense qu'il faut essayer d'éduquer les gens sur le fait que la comptabilité, ça permet ça aussi. Puis qu'on peut être des super de bons amis avec les entrepreneurs. Puis C'est sûr. fait on n'est pas juste des honoraires dispendieux. Je pense qu'on est, Non. on est des amis, puis on est là pour paver la route un peu sur la direction que tu choisis de prendre. Absolument. Fait que je pense Absolument. que c'est ça. Mais je pense que, puis tu touches sur un point super important, Molly, parce que, tu sais, la fin d'année, tu sais, c'est ça l'exercice, hein, c'est l'exercice de fin d'année. C'est une super belle opportunité de pouvoir s'asseoir avec nos clients, de pouvoir revoir qu'est-ce qui a été fait. Puis, on pense, tu sais, si tu considères qu'on a une consultation d'1 heure, on va passer à peu près 20 minutes sur le passé, les résultats, comment ça a fini, dans le fond. Mais on va passer à peu près un autre 40 minutes à parler de comment qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'année prochaine, quel défi qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser comme objectif, comment qu'on va s'y prendre. Ça nous donne également l'opportunité, puis je ne voudrais pas qu'on limite, pas l'accès, mais le travail qu'on fait avec notre comptable à une fois par année, comme on encourage les gens à dire, hey, on peut faire une révision sommaire des résultats internes sur une base de corps. On peut le faire à tous les 3 mois. On n'est pas obligé de le faire juste une fois par année. Puis, tu sais, quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, oui, mais on n'aime pas ça des surprises. Bien, si on n'aime pas ça des surprises, on peut se parler plus souvent. C'est pas parce que exactement ça. Puis, à la fin de l'année, là. C'est ça. Puis nous, je pense que quand tu es technicien ou quand tu es comptable, je nous décris souvent comme des petits oiseaux parce qu'on voit des choses que les autres ne voient pas, puis on a comme les habitudes. Tu sais, l'entreprise, elle a comme ses habitudes, elle a son mode de vie, si je peux dire ça comme ça. Oui. Il y a des choses qu'on voit. Puis, tu sais, c'est comme de dire à quelqu'un qu'il faut qu'il arrête de manger du gluten. Tu sais, la personne, avant qu'elle s'en rende compte, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu des répercussions négatives dans son environnement pour elle. Oui. Nous, c'est la même chose. Des fois, on voit des choses qui se passent. Là, on les voit, ces choses-là, se passer, puis on peut faire, excusez, peut-être si tu changes telle habitude dans ton entreprise ou que tu modifies un poste de comme il y a des gens, ils peuvent investir des montants en publicité de toutes sortes, puis des fois, il y a juste une certaine forme de publicité qui est plus avantageuse pour eux. Fait que c'est des fois de donner ces indicateurs-là, puis de montrer comme, hey, tu sais, baisse ça, monte ça ici, puis vois ce qui va arriver. T'sais. Oui. Donc, je pense que absolument. c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Je pense qu'on a passé sur des points super importants. Je pense que la discussion était vraiment intéressante. Puis je pense définitivement qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus éduqués. Puis peut-être que ça va faire en sorte que les gens vont être un petit peu plus intéressés aussi au niveau de la comptabilité. Moi, j'entends que, je pense que pour les entrepreneurs, c'est normal de le voir comme ça. Si tu n'as pas choisi ce domaine d'études-là, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent hey, c'est plate, puis ça ne m'intéresse pas, puis je ne comprends rien. Puis, tu sais, je pense que de commencer à comprendre puis de commencer à développer un intérêt, on peut trouver une façon de le montrer qui est le fun pour eux puis qui est comme plus adapté sur la direction qu'eux prennent. Fait que je pense que c'est ça surtout qui est important et qu'il faut retenir un peu de cet entretien-là. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. On va se retrouver aussi dans une prochaine capsule pour un autre sujet super bientôt. Parfait. Et merci beaucoup.